Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième conférence des Rendez-vous Gémeaux. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sylvain Collat, qui est pharmacien et naturopathe spécialisé en Gémeaux et qui va nous parler aujourd'hui des déséquilibres hormonaux et de l'accompagnement possible avec le duo Gémeaux et Micronut, puisqu'il me semble que la micronutrition fait aussi partie de des galéniques que tu affectionnes. Donc voilà, je te laisse la parole, Sylvain, merci d'être là. Ben, merci beaucoup Anaïs de m'accueillir dans cet événement. Je suis ravi d'intervenir d'échanger avec tous les passionnés de gémothérapie. Ben, toi et moi, on partage cette passion commune de la gémothérapie. Et puis, j'ai une autre passion, c'est aussi la nutrition et la micronutrition. Et c'est comme ça que, en fait, on a pensé à proposer cette thématique aujourd'hui sur, la prise en charge des équilibres endocriniens, avec la complémentarité de, la gémothérapie et de la micronutrition. Donc je vais me présenter assez rapidement. Donc je m'appelle Sylvain Collat, je suis pharmacien et naturopathe comme Anaïs vous l'a dit. Et bien moi, je partage mon temps entre alors j'ai une activité donc avec un laboratoire de micronutrition donc à 3/5 et le reste du temps, je développe une activité indépendante de formation en santé naturelle et consultation donc en naturopathie. Voilà, donc j'ai travaillé par le passé, en herboristerie. Je fais beaucoup de conseils en herboristerie et cetera et j'ai travaillé aussi pour d'autres laboratoires de santé naturelle. Voilà, donc écoutez, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Vas-y. N'hésitez pas. Donc on vous partagera, mon mail si vous avez des questions spécifiques par rapport à ma présentation. Pour ceux qui regarderont en replay, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Merci Sylvain. J'en profite juste Allez. avant que tu démarres, on fait la petite parenthèse déontologique propre à chaque intervention, Oui, pour rappeler qu'évidemment tout ce qu'on partage dans le cadre de cette conférence ne se substitue pas à une consultation ni à un traitement. C'est des pistes qu'on vous propose, voilà, mais en étant, conscient de exactement. C'est des outils d'accompagnement, mais en effet, ça ne se substitue pas, bien sûr, à un accompagnement médical et idéalement, c'est toujours, en collaboration, bien sûr, avec le corps médical. Et là aussi, encore une fois, il y a des belles complémentarités aussi à trouver avec le corps médical, sur toutes ces prises en charge. Alors, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc sur l'accompagnement des déséquilibres hormonaux, donc avec la complémentarité gémothérapie et micronutrition. Ce qui est vraiment intéressant en fait avec les 2 approches, donc que ce soit la gémothérapie ou la micronutrition, c'est qu'on va être beaucoup sur le traitement du de fond, donc on est vraiment sur un travail de terrain qui est très cher donc justement aux naturopathes. Alors donc ça c'est déjà fait, je me suis déjà présenté donc quelques mots donc sur, le menu, de d'aujourd'hui. Donc, je vais vous faire un petit rappel quand même sur le système endocrinien, et puis après on va rentrer, par les axes, endocriniens. Donc, il y a 3 axes, principaux au niveau du système endocrinien. Donc, il y a l'axe donc, HPA, donc on va détailler après, ce que c'est. Et donc, lorsqu'il est déséquilibré, par exemple, donc dans les situations de stress, donc on va voir justement comment donc on peut prendre en charge en fait le stress. Sur l'axe donc HPT, donc ça c'est l'axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien. Donc on va aborder les troubles de l'hypothyroïdie et de l'hyperthyroïdie et on va voir justement comment on peut accompagner ces troubles-là avec la gémothérapie et la micronutrition. Et puis donc le troisième axe, c'est l'axe HPG, donc hypothalamo, hypophyso-gonadique. Et donc là, ce qu'on va voir, c'est la prise en charge des troubles qui sont liés à l'hyperoestrogénie et des troubles qui sont liés à l'hypoestrogénie. Donc là, vous voyez, donc je peux pas couvrir en fait tous les déséquilibres endocriniens, sinon je pense qu'on en aurait pour 24 heures. c'est Donc ça. ce serait voilà, donc j'ai fait des choix, on va dire stratégiques en fonction aussi des fréquences de demande que vous pouvez avoir et donc je trouvais que c'était voilà, c'était des problématiques qui étaient quand même assez représentatives. Alors on y va, donc rappel un peu sur les hormones. Donc les hormones, vous le savez, donc elles jouent un rôle capital, donc un rôle essentiel sur, l'ensemble des fonctions du corps, C'est un peu les chefs d'orchestre en fait de nos fonctions, que ce soit la reproduction, du développement sexuel, le développement embryonnaire, la croissance,
les défenses, les modulations du système immunitaire, et cetera et j'en passe. Et donc là, vous avez ici, toutes les hormones, enfin les glandes endocrines. Alors on va commencer donc au niveau donc de ces glandes endocrines par, les glandes centrales, donc ce sont les glandes que qu'on a au niveau du système nerveux central. Donc il y en a 2, hein, donc c'est, l'hypothalamus, et l'hypophyse qui jouent vraiment un rôle de contrôle, au niveau, de la synthèse, des hormones périphériques. Donc vous avez donc cet hypothalamus, hein, qui est au carrefour entre le système nerveux autonome et le système, endocrinien et donc cet hypothalamus, donc il est relié, donc là vous avez ici l'hypothalamus, donc il va être relié ici donc, à l'hypophyse au travers donc de ce qu'on appelle la tige pituitaire et donc dans cette région-là, vous avez à la fois en fait une communication vasculaire et une communication, nerveuse. Et en fait, c'est l'hypothalamus qui va, déjà donner l'ordre, de synthèse des hormones donc, hypophysaires qui ensuite donneront l'ordre de synthèse des hormones périphériques. Donc ça se fait en cascade et donc vous avez donc ici donc toutes les hormones hypothalamiques, hein, GnRH, la TRH, la CRH, vous avez également la vasopressine et l'ocytocine qui sont un peu particulières parce qu'elles-ci, donc elles ne vont pas communiquer par voie, vasculaire, au niveau de l'hypophyse, hein. Elles vont être stockées dans les neurones et elles vont être ensuite donc, libérées directement au niveau, heu, au niveau des neurones. Mais sinon la majorité, hein, donc, vous avez ces hormones hypothalamiques qui vont aller stimuler les hormones hypophysaires et chaque hormone hypophysaire va ensuite sécréter d'autres hormones qui vont aller ensuite derrière stimuler, les glandes, périphériques pour la synthèse des hormones, finales. Alors l'hypophyse, vous voyez ici donc, elle est sous le contrôle hypothalamique, vous l'avez compris. Donc vous retrouvez là donc, dans les hormones donc, hypophysaires, hein, qui sont sous ce contrôle hypothalamique, vous retrouvez ce qu'on appelle les gonadotrophines, c'est-à-dire les hormones qui vont, gérer, toute la partie gonadique, donc, LH, FSH, l'hormone de croissance, la prolactine, la TSH, donc TSH super importante puisque c'est elle qui va, intimer à la thyroïde, l'ordre de synthétiser les T3 et les T4. Vous avez donc, l'ACTH, donc l'ACTH lui, c'est une hormone qui agit au niveau des surrénales pour, derrière, la synthèse, notamment donc du cortisol, donc c'est qui va être donc impliqué dans tout ce qui va être stress, par exemple. Et puis vous voyez donc la post-hypophyse, donc c'est elle est ici. Vous avez donc cette vasopressine et cette ocytocine, qui vont être stockées au niveau des neurones et elles seront ensuite libérées vers les organes cibles. Donc voilà comment ça fonctionne au niveau de la tour de contrôle. Et ensuite donc, au niveau, des glandes périphériques, hein, donc vous avez donc la thyroïde qui synthétise donc, l'hormone T3, T4 qui sont impliquées dans la régulation du métabolisme énergétique, mais pas que, hein, donc c'est très, très large l'action des hormones thyroïdiennes. On va en parler un petit peu plus en détail. La parathyroïde, donc qui sécrète la PTH, qui elle va réguler le métabolisme phosphocalcique. Les surrénales qui sécrètent donc le cortisol dont je vous ai parlé, hein, et ce cortisol qui va être donc libéré en cas de danger, en cas de stress. Les surrénales, donc elles sécrètent aussi, d'autres hormones, hein. Vous avez des, catécholamines comme l'adrénaline, vous avez la DHEA, donc qui est précurseur des androgènes surrénaliens. Vous avez ensuite dans le pancréas qui régule tout ce qui va être glycémie avec l'insuline et le glucagon. Au niveau ensuite gonadique, donc au niveau testiculaire, vous avez la testostérone et puis au niveau ovarien, les œstrogènes et la progestérone. Et puis donc, vous voyez donc tout ça est finement régulé, hein, donc vous avez donc l'hypothalamus qui sécrète ces hormones stimulantes de l'adénohypophyse qui, en réponse, vont sécréter les hormones hypophysaires qui vont aller elles-mêmes activer les glandes périphériques pour la synthèse des hormones finales que vous avez ici.
et vous avez un rétrocontrôle négatif, c'est-à-dire que les hormones finales, elles vont agir en fait au niveau des de la tour de contrôle, et lorsqu'elles vont atteindre un certain niveau, eh bien, elles vont aller inhiber la synthèse en fait des hormones, centrales. Donc vous voyez, tout est bien régulé quand tout fonctionne bien. Le problème, c'est que, il y a des fois où ça fonctionne moins bien. Alors en fait, l'équilibre hormonal, on peut le décrire sous forme de 3 axes. En fait, vous avez donc, l'axe HPA, dont je vous ai parlé, donc c'est l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Donc c'est cet axe-là, donc au fil de l'évolution, il a pris de plus en plus, d'importance, hein, par rapport aux 2 autres axes, et d'ailleurs il a le contrôle en fait sur, en tout cas il peut interférer avec les autres axes, que sont l'axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien, l'axe HPT, et l'axe, hypothalamo-hypophyso, gonadique. Et donc tout ça est censé être complètement contrôlé par l'hypothalamus. Alors on va commencer par l'axe HPA, donc c'est cet axe, hypothalamo-hypophyso-surrénalien, c'est l'axe du stress, hein, donc dès qu'on va avoir oui? Ah, je crois qu'il y a une question. Dès qu'on va avoir en fait une stimulation, une activation de cet axe-là, donc en situation, de stress, eh bien, vous allez avoir donc le stress, hein, donc c'est quelque chose qui peut être très positif, hein, et il en faut, puisqu'en fait ça permet aussi, un rôle physiologique. Après ce qui est pas bon, c'est quand le stress et en tout cas l'intensité de stress, dure de façon chronique. Donc cet axe HPA, donc lorsqu'il va être stimulé par le stress, donc vous allez avoir donc au niveau de l'hypothalamus, sécrétion donc de CRH. Cette CRH va aller ensuite agir au niveau hypophysaire pour la sécrétion d'ACTH, et l'ACTH va aller agir en fait au niveau des glandes surrénales pour, synthétiser, en particulier le cortisol, mais vous avez aussi, l'adrénaline, et ce cortisol, cette adrénaline vont être responsables, eh bien, de notre adaptation à cette situation de stress. Vous allez avoir de la tachycardie, bronchodilatation, de, la glycogénolyse, hein, c'est-à-dire la libération du glucose, hein, qui est stocké au niveau de notre foie, une baisse de notre activité digestive parce que l'idée, c'est vraiment de recanaliser l'énergie vers les organes vitaux, hein, puisque là, en gros, le message, c'est, on va, recentrer son énergie pour, notre survie, donc pour pouvoir, faire face à une situation de façon très rapide. Voilà, donc ça, c'est ces glandes surrénales. Donc je vous ai dit, les glandes surrénales, elles synthétisent donc le cortisol, hein, au niveau de la partie surrénalienne. Au niveau de la partie médulo-surrénalienne, c'est, l'adrénaline, et puis vous avez également donc la DHEA, hein, cette DHEA qui est le précurseur en fait des androgènes, surrénaliens. Alors, on va parler maintenant donc justement de ce stress et de comment justement notre corps s'adapte à ce stress. Comment il y fait face et comment surtout il va, s'y adapter lorsqu'il va perdurer. Donc en fait, vous savez, donc c'est Hans Selye, hein, qui a décrit, les phases du stress, hein. On décrit en fait, 3 phases. Vous avez donc, la phase initiale, c'est la phase d'alarme, hein, donc de façon séquentielle. Donc c'est d'abord la phase d'alarme. Donc on a un stress ponctuel qui va activer donc cet axe HPA, et en réponse, on va avoir une sécrétion, d'adrénaline, et ensuite donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez avoir en cascade, la phase de résistance, hein, donc là, c'est si le stress dure un peu plus longtemps, et donc pendant cette phase de résistance, on va avoir une montée progressive du cortisol. Le cortisol, c'est ce qui peut nous permet en fait de nous adapter. Sauf que ça va avoir, cette montée en fait de cortisol qui va mobiliser toutes nos ressources, toutes les ressources de notre corps pour justement faire face en fait au stress. Eh bien, ça va consumer, nos réserves en magnésium. On a, des réserves en neurotransmetteurs aussi qui doivent être touchées, comme, vous voyez la sérotonine qui au fur et à mesure va diminuer,
la dopamine, hein, donc la dopamine, elle va augmenter dans un premier temps et puis après, elle va s'épuiser et puis enfin, on va arriver donc à la phase d'épuisement. Donc l'épuisement, qu'est-ce qui se passe? Ben là, les surrénales n'arrivent plus en fait à suivre au niveau de la synthèse de cortisol et donc il y a un effondrement. Donc effondrement en fait de la capacité des surrénales à produire du cortisol donc pour s'adapter, mais on est aussi dans une phase en fait où on a épuisé, toutes nos réserves et donc là, c'est ce qu'on peut appeler le burn-out, c'est la phase d'épuisement, c'est le burn-out. Donc ici, donc, vous avez repris un peu, justement tout ce qui se passe. Donc vous avez votre phase d'alarme avec cette montée d'adrénaline, le magnésium, hein, qui est aussi, mobilisé, mais qui ensuite donc va, diminuer progressivement. La sérotonine, pareil, la dopamine, pareil. Le cortisol, vous voyez, il monte vraiment en puissance, en fait, en phase de résistance pour après, complètement s'écrouler en phase d'épuisement. Et vous avez la DHEA. La DHEA, en fait, elle a vraiment un comportement qui est, en miroir, hein, avec le cortisol. Donc elle est phase d'alarme, elle reste élevée et ensuite donc elle chute, hein, dès la phase de résistance. Alors, pour nous aider, hein, justement donc, dans ces situations-là, il y a des en phyto, on va utiliser donc ce qu'on appelle des plantes adaptogènes. Donc les plantes adaptogènes, c'est vraiment le choix, à privilégier, en particulier sur les phases d'alarme et de résistance parce qu'en fait, là, vous avez ici, vous voyez, vous avez un axe avec l'intensité de réponse et la mobilisation des ressources et lorsqu'on va avoir un stress, donc on va être donc dans une situation d'alarme. Donc dans un premier temps, on va pas avoir de réponse immédiate, mais ensuite très vite, on va avoir une réponse qui va monter, en puissance et qui va mobiliser, hein, donc l'ensemble des ressources. Donc là, on va rentrer dans la phase de résistance où là, on consomme vraiment toutes nos ressources et on est dans notre capacité de réponse maximale et puis après, vous voyez en phase d'épuisement, on a vraiment cet effondrement, hein, de l'intensité de nos réponses, et de mobilisation de nos ressources puisque de toute façon, elles ont été complètement, entre guillemets «consumées» et donc lorsqu'on va utiliser en fait, une plante adaptogène, qu'est-ce qui va se passer? La plante adaptogène déjà, elle va nous protéger en phase d'alarme, hein, donc on va avoir en fait un stimulus qui va être moins important. On va réagir, on va beaucoup moins réagir en fait à la phase d'alarme et en phase de résistance aussi, hein, donc on va être beaucoup plus, comment je pourrais dire? On va beaucoup plus épargner nos réserves, hein, et nos fonctions, pendant la phase de résistance, donc grâce à l'action donc des plantes adaptogènes. Donc elle a vraiment cet effet protecteur sur cette, période de résistance et puis, lorsqu'on va arriver en fait à la phase d'épuisement, elle va quand même aussi permettre de garder un certain niveau de réponse, hein, donc un effet donc stimulant donc, et d'adaptation qui est vraiment intéressant et qui du coup va prévenir en fait l'effondrement qu'on a, en phase d'épuisement. Donc c'est vraiment des plantes intéressantes, ces plantes adaptogènes, je pense que vous les connaissez bien, hein, c'est tout ce qui va être rhodiol, ginseng, heu, ashwagandha, et autres. Alors en gémothérapie, ce qui est bien, c'est que, on a des bourgeons, qui sont adaptogènes. Alors, quels sont les bourgeons qu'on peut conseiller donc justement donc, pour une action adaptogène? Donc c'est-à-dire cette action de modulation de cortisol parce qu'en fait, c'est comme ça que ça agit une plante adaptogène, hein. C'est en modulant, la sécrétion de cortisol de manière à épargner nos ressources. Alors on a le cassis hein, qui est vraiment la plante emblématique, hein, qui est le bourgeon emblématique pour cette action donc, adaptogène, incontournable. Vous avez également le chêne. Le chêne est intéressant. Lui, il va agir donc sur à différents niveaux de la chaîne glandulaire. Il va agir en fait au niveau des surrénales et il va agir aussi au niveau, gonadique, hein. Donc ce qu'il faut comprendre aussi en fait au niveau ça je vous en ai pas parlé,
c'est, donc en fait les glandes périphériques, elles fonctionnent un peu en chaîne. C'est-à-dire que lorsque vous allez, par exemple, stimuler les surrénales, l'action stimulante sur les surrénales va avoir un impact, au niveau, gonadique, va avoir aussi un impact au niveau, thyroïdien. Hein, donc il y a vraiment des connexions qui sont entre toutes les glandes et donc c'est vraiment, très puissant aussi d'agir sur les surrénales pour, par ricochet, si vous voulez, stimuler, le reste de la chaîne, glandulaire. Le séquoia, donc séquoia lui aussi, donc c'est vraiment un macérat donc adaptogène de choix, très tonique, hein. Lui, il va agir non seulement au niveau des surrénales, mais il va aussi agir au niveau gonadique et il va agir carrément au niveau, hypophysaire. Donc vous voyez, il agit lui aussi au niveau central, hein, donc très puissant. Et puis donc ça c'est pour l'action donc adaptogène, hein, qu'on peut proposer en gémeaux et puis, après on va agir aussi sur les signes, hein, les signes du stress pour justement, ben, les moduler, les atténuer. Donc, bien évidemment donc sur, le critère de l'anxiété, bah, c'est le figuier, hein, qui est vraiment, incontournable. Vous avez l'aubépine aussi qui agit sur tous les troubles de nervosité, mais aussi les troubles de sommeil, avec le tilleul, hein, donc voilà, ça c'est un peu le trio incontournable, dans les problématiques, de stress avec une mention spéciale quand même, si vous devez en choisir qu'un, c'est quand même le figuier, à mon sens. Mais après bien Mmh. sûr, c'est à moduler en fonction des prises en charge que vous allez faire, Ce qui est bizarre, heu c'est que ce sont les plus vendus. Est-ce que tu veux dire par là qu'on vivrait dans une société qui est un peu Non, stressante, un je me peu permettrai surtout pas. D'ailleurs, je bah, me permets juste ouais, de faire une vas-y, oui, oui. parenthèse, concernant le figuier. Alors, c'est quelque chose qu'on a déjà abordé, mais pour les personnes qui l'ont peut-être pas entendu lors d'une précédente vidéo, je le rappelle, on essaye Ouais. justement on fait un rapprochement avec l'association française des, professionnels de la cueillette sauvage pour, justement sensibiliser à cette utilisation assez systématique du figuier, qui est certes merveilleux, mais pour lequel on sait que d'ici très peu de temps, on va avoir des pénuries en fait, parce que le Ah ouais, figuier. tu veux dire qu'il y a un épuisement de la Et ressource? oui, tout à fait. Et en fait, si tu veux, les figuiers sont assez se trouvent que sur la zone méditerranéenne. Pour trouver des figuiers qui correspondent aux critères, pour la cueillette, bah, ça réduit encore plus et d'autant plus que le figuier a généralement qu'un bourgeon apical et donc du coup, quand tu le cueilles, c'est pas aussi, ça fait comme une taille quoi, tu vois? Donc du coup, si tu veux, enfin, quand on cueille, on fait toujours une taille, mais pour le figuier, c'est un peu plus, Mmh, un peu plus, conséquent. ouais, ouais. Et Non, en fait, mais tu si tu as veux. vraiment raison parce que c'est vrai que alors c'est valable en effet pour la gémeaux, mais c'est aussi même pour la phyto, hein. Il y a plein de plantes aujourd'hui, la rhodiole, hein, typiquement, donc elle est en surexploitation, hein, Bien sûr, il y a plein de plantes comme ça où c'est donc ça. déjà, il faut essayer déjà de travailler aussi si on veut être on va dire écologique, hein, donc c'est travailler quand même sur ce qu'on a en local, hein, au niveau européen et puis après en effet en fonction de la rareté de la plante, ah ouais, je comprends, ouais, ouais, bien sûr. Voilà. Mais Donc tu vois, après, j'avais pas cette info. Je oui, savais mais pas. il y a plusieurs essences comme ça qui sont un peu sous les radars, justement. Et Quelles autres? Tu penses à quelle autre en on fait aussi a, il me semble qu'il y a particulièrement? le tilleul aussi, D'accord. je crois qu'il y a l'érel. Je te dis peut-être une bêtise, hein. Je sais plus, mais l'AFC nous avait envoyé une liste. On n'a pas encore démarré les travaux. En fait, on va initier justement ce travail-là avec eux. Eux, ils ont vraiment les cueilleurs, on leur ont fait part enfin, on les ont alertés en disant attention, il y a des essences qui sont de plus en plus difficiles à trouver. Et donc, du coup, c'est pour Mmh. ça qu'ils se sont rapprochés de nous pour initier ce travail-là, pour sensibiliser, parce qu'en fait, bien souvent. Alors le figuier, il faut pas s'en priver si on en a réellement besoin, mais en fait, bien souvent, ce qu'on se constate, c'est que les Mmh. personnes prennent du figuier parce que bah, pour équilibrer leur système nerveux, pour les accompagner par rapport à du stress, la nervosité, de l'angoisse, elles vont aller vers ce qui est le plus connu. Et en fait, bah, il y Mmh. a un gros travail aussi de sensibilisation et de formation pour les prescripteurs qui connaissent la Gémeaux, mais de manière assez globale et qui n'ont pas le Mmh. détail des indications qu'on peut faire par rapport à certaines essences et qui du Mmh. coup vont dire bah, prenez du figuier. Alors que peut-être on pourrait donner du chia, peut-être on pourrait donner de l'aubépine, peut-être on pourrait donner de l'olive, Ouais, bien sûr. peut-être on Alors pourrait donner du saule. là, en effet, c'est vrai que
Là, sur les 3, bah, bien sûr, après, il y a des spécificités. Le figuier, c'est vraiment le stress, mais en général, c'est le stress associé à des problèmes digestifs. Donc, on va essayer de se cantonner à des problèmes, gastriques, hein, voilà, Bon, donc c'est c'était la ça. parenthèse, c'était Mais juste pour ouais, ouais, alerter ouais, les non, personnes qui nous mais regardent. c'est bien. Alors Heu, justement, tu vois, par rapport à ça, donc ce qui est vraiment bien, c'est que en fait, pour gérer le stress, on a plein d'outils, hein. Donc, on a la Gémeaux, mais on a la micronutrition, on a la phyto. Enfin, il y a plein de choses possibles. Donc vous allez voir aussi en micronut, déjà avec la micronut aussi en rééquilibrant ne serait-ce que son magnésium, ses oméga 3, déjà ça suffit peut-être et sans passer forcément par la prise en charge, phyto. Voilà. Donc, après mais il faut en avoir conscience, ouais. C'est pas anodin. OK. Donc le figuier, voilà, donc le figuier, c'est stress, mais stress plus, impact digestif, on va dire, du stress. L'aubépine, c'est le stress avec les impacts plus au niveau, des emballements du cœur et puis le tilleul, c'est le stress avec les impacts plus au niveau, des troubles du sommeil. Mais après pour chaque, quasiment alors bon, c'est vrai que le figuier, il est quand même assez unique, mais en phyto, on peut aussi trouver des équivalents. j'ai pas dit ça pour qu'on s'autoflagelle, hein. Sentez-vous Non, libre de ben non, parler. continuez à utiliser la Gémeaux, mais après en effet, de façon raisonnée, de façon éclairée et de façon, voilà, en ménageant les ressources, mais ça, c'est super important. Alors sur la partie, micro, alors justement, donc là, sur la partie micronut, donc on va pouvoir gérer, de façon symptomatique les effets du stress. Donc là, on a le magnésium dont je vous ai parlé, hein, donc le magnésium, alors c'est très intéressant de l'associer avec la taurine en fait, puisqu'en fait la taurine va permettre en fait de favoriser la rétention du magnésium dans la cellule. Hein, donc contrairement à l'idée reçue de la taurine, comme un composé, excitant et tout, pas du tout, hein. Donc la taurine n'est pas un composé, excitant et il fonctionne très bien en fait en synergie avec le magnésium. Vous avez le GABA, donc c'est un neurotransmetteur donc anxiolytique, hein. Donc lui, il agit directement sur les récepteurs à GABA et ces fameux récepteurs à GABA, donc ils envoient un message, anxiolytique, donc très intéressant chez des gens qui ont, voilà, cette anxiété récurrente. Et vous avez aussi, donc là c'est moins connu, il y a des peptides de caséine hydrolysés qui existent, qui ont la particularité aussi d'aller activer ces récepteurs, au GABA. Donc ça déjà, ça peut être une façon déjà de gérer sur la partie anxiété, la partie symptomatique. Pour agir, donc sur la fatigue qui découle, bah, bien sûr, vous retrouvez alors le magnésium, bon voilà, on le retrouve à la fois sur la partie, anxiété, sur la partie aussi métabolisme énergétique avec les vitamines B et il y a aussi le coenzyme Q10, un composé, de la mitochondrie et qui, permet lui carrément donc la conversion donc, enfin la synthèse de l'ATP au niveau mitochondrial donc, intéressant aussi de d'y penser. Il y a aussi autre chose, alors ça, c'est quelque chose d'un peu plus, on va dire, confidentiel, d'un peu pas très répandu, en tout cas en France, puisqu'en fait, c'est une thérapie qui n'est pas vraiment, reconnue officiellement, mais qui existe quand même depuis Aristote, hein, et qui fonctionnait très bien. C'est, tout ce qui va être donc organothérapie, donc ou opothérapie, donc c'est-à-dire des extraits glandulaires animaux, alors de qualité, hein, parce qu'il faut là la qualité de la matière première et de l'extrait, c'est super important. Mais en fait, sachez qu'il existe des extraits glandulaires surrénaliens et en fait ces extraits glandulaires surrénaliens sont vraiment intéressants parce qu'en fait, ils ont une action en fait de régulation, hein, donc l'organothérapie, c'est vraiment une action de régulation de la glande ou de l'organe. On apporte un peu tout l'écosystème de la glande ou de l'organe et en fait, il y a ce qu'on appelle un phénomène de homing, c'est-à-dire il y a une reconnaissance qui va se faire avec les tissus de l'organe et il va y avoir et donc ça va permettre d'apporter
un peu toute la machinerie, en fait, de la glande et de l'organe et donc ça permet de relancer, en fait, un métabolisme, d'un organe ou d'une glande endocrine et c'est quelque chose qui est vraiment, alors qui est pas, c'est pas un stimulant, fort comme peut être, par exemple, une plante adaptogène ou autre, hein, pas du tout. Là, on est vraiment sur, je vous dis, on «relance» entre guillemets la machine, on réallume la machine qui a été un peu atteinte et donc typiquement, vous voyez, lorsqu'on est dans une phase d'épuisement, moi, je vais pas aller avec par exemple, les plantes adaptogènes ou les macérats adaptogènes quand on est dans une phase d'épuisement. Parce que derrière, vous allez stimuler en effet, votre glande surrénale, mais elle va pas répondre parce que de toute façon, elle est HS, elle est out. Donc il faut d'abord lui redonner en fait la régénérer quelque part, qu'elle retrouve en fait un mode de fonctionnement, qu'elle reconstruise, son armature, un peu sa façon de fonctionner et dès lors qu'elle aura retrouvé ces fonctions, elle pourra ensuite après répondre en fait aux plantes, aux bourgeons adaptogènes. Mais moi dans une phase, d'épuisement de type burn-out et tout, je travaille, surtout avec ça. Voilà, donc pour moduler aussi le cortisol, vous avez, heu les oméga 3, donc ça, c'est très important. Donc, mais toujours pareil, des oméga 3 de qualité. Donc là, vous savez, hein, ce qui est vraiment important, regardez, lorsque vous faites un choix d'oméga 3, donc surtout les oméga 3 donc à longue chaîne, hein. D'ailleurs, il faut se supplémenter en acides gras polyinsaturés à longue chaîne. Ça sert à rien de trop prendre d'huile végétale, riche en oméga 3 parce que les huiles végétales riches en oméga 3, vous allez avoir les oméga 3, mais les oméga 3, à chaîne courte, hein, donc et derrière, en fait, pour que ça fonctionne, ça sous-entendait que notre métabolisme hépatique, fonctionne, super bien et que, il ait les capacités enzymatiques de métaboliser en acides gras polyinsaturés, donc à longue chaîne. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui puisque, bah, le foie, c'est lui qui prend quand même, se prend toute la pollution, tous les perturbateurs et cetera et donc on sait qu'aujourd'hui le métabolisme en acides gras polyinsaturés à longue chaîne. Et autre point, donc s'assurer que ces acides gras polyinsaturés à longue chaîne ne soient pas oxydés. Parce que dès lors qu'ils vont être oxydés, donc vous allez avoir cette odeur de rance, hein, particulière et ben, ils seront pas fonctionnels. Donc il faut regarder l'indice Totox et choisir un indice Totox qui soit le plus bas possible, pour que, ben, être sûr que ça va bien fonctionner. Donc vous avez la vitamine C à haute dose aussi, donc vitamine C à haute dose qui permet aussi de moduler le cortisol. Quand je dis haute dose, c'est 1 gramme, 1 gramme 5. Ensuite, vous avez la mélatonine. La mélatonine aussi qui est intéressante. Vous avez alors pour aider donc soit vous supplémentez directement donc en mélatonine, soit, vous supplémentez en cofacteur de la méthylation. La méthylation, c'est dans la phase de détox hépatique. C'est un rôle très important au niveau des neurotransmetteurs et en particulier au niveau de notre synthèse naturelle de mélatonine. Parce qu'en fait, vous allez passer de la sérotonine à la mélatonine, vous allez avoir besoin d'avoir une méthylation, pardon, qui fonctionne. Et pour que cette méthylation fonctionne, il faut qu'il y ait tous les cofacteurs et en particulier les vitamines B6, B9, B12 actives, hein, c'est-à-dire méthylées donc pour la B9 et la B12 ou phosphatée pour la B6. Vous avez le SAM, donc ça c'est le S-adénosylméthionine, donc très important aussi. Donc enfin, il y a tout un cycle, hein, bon là on n'a pas trop le temps de s'étendre, mais en gros c'est ça. Et puis vous avez des acides aminés précurseurs comme par exemple le tryptophane qui est le précurseur de la sérotonine qui ensuite donnera la mélatonine, ou vous avez également la méthionine qui elle rentre aussi dans le cycle de la méthylation. Ensuite, vous avez donc tout ce qui va être reconstitution des ressources. Donc on a vu, hein, donc en phase, d'épuisement, on a vraiment cramé, si je peux m'exprimer ainsi, donc toutes nos ressources, les neurotransmetteurs, les vitamines, les minéraux pour, résister au stress et donc là, bah, derrière, il va falloir aussi
remonter nos niveaux donc en neurotransmetteurs, donc en dopamine, en noradrénaline et adrénaline. Donc il va falloir donner de la tyrosine, hein, surtout, alors ça, c'est les apports en protéines, hein, et puis donc tous les cofacteurs de synthèse des catécholamines, le fer, super important, magnésium, le cuivre, les vitamines B, vitamine C. Pour la synthèse de sérotonine, c'est le tryptophane, le fer, vitamine B3, B6, et puis pour la réserve minérale, ce qui peut être super intéressant, c'est le plasma marin, puisque là, vous avez une couverture, un très large spectre, de minéraux, d'oligo-éléments et sous une forme donc, assimilable. Donc ça fonctionne, très bien. Voilà, donc on passe maintenant, l'axe, ça va, vous avez pas de questions? Parce que bon, je bon, Écoute, dans le chat, heu, pour moi, on n'a pas de questions. d'accord, OK. Bon, N'hésitez pas à n'hésitez mettre la pas, main. voilà, n'hésitez pas. Alors maintenant qu'on a donc là, on a vu donc l'axe, HPA, on va passer donc à l'axe HPT, donc c'est l'axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien, qui peut être vraiment perturbé par l'axe HPA. Donc on voit qu'il y a des impacts du stress, sur justement, ben, la synthèse des hormones, thyroïdiennes. Donc au niveau hypothalamus, donc c'est la TRH qui va donner ensuite donc au niveau qui va, activer la synthèse de TSH au niveau hypophysaire, qui ensuite va aller activer au niveau de la thyroïde la synthèse des hormones T3, T4. Donc là, c'est juste pour vous rappeler, les actions des hormones thyroïdiennes, hein. Les hormones thyroïdiennes, ça gère beaucoup, beaucoup de choses. Les organes génitaux, les fonctions cognitives, le système digestif, hein, donc ça, c'est toutes les sécrétions digestives, la motilité, le système tégumentaire, donc au niveau hydratation, le système aussi squelettique, musculaire, cardiovasculaire. Le métabolisme basal, bah oui, ça fait partie des fonctions les plus connues, hein, donc on sait les hormones thyroïdiennes, elles vont aller agir au niveau, mitochondrial, pour, bah, brûler, et produire plus d'énergie et de chaleur. Donc c'est un peu, ça contrôle, on va dire, notre chaudière et donc notre métabolisme basal, c'est-à-dire notre capacité à, notre énergie, enfin à fabriquer l'énergie. Le métabolisme des glucides, aussi, et puis donc je disais, voilà, les fonctions cognitives et un développement, du système nerveux, donc super important. Alors, quelles sont un peu les étapes? Donc on a vu, on a l'hypothalamus qui sécrète la TRH, qui va aller activer l'hypophyse pour synthétiser de la TSH. Au niveau de la thyroïde, c'est là que vont être synthétisées la T3, et la T4. Pour, synthétiser donc cette T3 et cette T4, la thyroïde, elle va utiliser de la tyrosine et de l'iode, et elle va utiliser donc une enzyme qui s'appelle la TPO, la thyroperoxydase. Cette enzyme, en fait, elle fonctionne avec des coenzymes. Donc, vous avez le sélénium, le fer, le zinc, le manganèse, le molybdène, vitamine A et E. Donc, si elle n'a pas ces cofacteurs, eh ben, elle va mal fonctionner. Donc, cette thyroïde, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle va fabriquer de la T4. La T4, donc, c'est ce qu'on appelle la L-thyroxine. En fait, la T4, c'est l'hormone un peu de stockage, c'est-à-dire qu'elle a une action biologique qui est faible comparée à la T3. Donc qu'est-ce qu'elle va faire la thyroïde? Donc à partir de cette T4 qui est fabriquée, elle va synthétiser de la T3, hein, donc et c'est elle qui va produire pour 20 de la T3 circulante, et le reste en fait de la T3 est fabriqué, par des organes périphériques, le foie, les reins et les intestins qui eux en produisent donc 80. D'accord? Et donc cette synthèse de la T3, hein, qui est la forme, qui est l'hormone thyroïdienne active, elle est réalisée par une autre enzyme qui s'appelle la DIO, donc c'est la désiodase, qui travaille avec la cofacteur. Donc vous retrouvez le sélénium, hein, comme la TPO, vous avez retrouvé le zinc également, et vous avez, le cuivre et le magnésium. Voilà, et donc cette T3, donc là, c'est la forme active, donc elle exerce, hein, comme toutes les autres hormones des périphériques, un rétrocontrôle négatif au niveau hypophysaire et au niveau hypothalamique. C'est quand fonctionne bien.
que je vous ai pas dit, c'est que, l'hypothalamus, en fait, pour synthétiser donc la TRH, il a besoin de zinc, hein. Le zinc est nécessaire, en fait, à la fabrication de cette TRH. D'ailleurs, vous le retrouvez après comme cofacteur aussi enzymatique, hein. Et puis, donc la T3, donc une fois qu'elle est libérée dans la circulation, elle va agir donc sur les différents tissus qu'on a vus, hein, les différents organes et cetera. Donc, via des récepteurs, spécifiques, hein. Mais pour, donc ces récepteurs donc ce sont les récepteurs AT3, donc qui sont des récepteurs nucléaires, donc ça se passe dans le noyau, en fait, de la cellule. Ces récepteurs AT3, bah, pour que l'hormone T3 puisse aller, activer ces récepteurs AT3, elle va avoir besoin de vitamine, D et de vitamine A. La vitamine A, c'est le cofacteur de la vitamine D, hein, c'est-à-dire que la vitamine D, pour pouvoir exercer ses fonctions, elle a besoin de la vitamine A. Donc là, ici, je vous ai mis en fait alors parce que bon, je vous ai un peu schématisé le truc, donc vous voyez, donc ces désiodases, en fait, les désiodases, elles sont vraiment clés, hein, puisque c'est elles qui vont réaliser cette conversion de T4 en T3 et en fait, dans le corps, on a ce qu'on appelle en fait des isotypes, hein, donc il y a plusieurs types de désiodases. Vous avez la désiodase 1, 2 et 3, OK? Qui vont se localiser dans différents endroits du corps. Donc la désiodase 1 et 2, elles produisent la forme active de T3. Donc ça, c'est parfait et la désiodase 3, elle produit donc une autre forme de T3 qui est donc la T3 reverse, qu'on va appeler RT3. Donc cette T3 reverse, elle est inactive. En fait, elle est inactive et surtout, elle va aller se fixer sur les récepteurs AT3. Donc en fait, elle va réaliser ce qu'on appelle une inhibition compétitive de, des récepteurs, enfin de l'AT3 et donc elle va empêcher en fait l'AT3 de se fixer. En fait, elle a un rôle physiologique, hein, cette reverse, T3 parce qu'en fait, elle va protéger, en fait, notre corps de l'excès d'hormones thyroïdiennes. Puisqu'en fait, on a vu l'hormone thi les T3, donc qu'est-ce qu'elles font? Eh ben, en fait, elles vont aller augmenter le métabolisme de base, donc augmenter notre production d'énergie et cetera et donc pour épargner, si vous voulez, notre corps, le corps a mis en place, un système de sauvegarde, de protection avec cette T3 reverse. En fait, cette DIO3, elle va être, donc pour synthétiser cette T3 reverse, elle va être activée lorsqu'on va faire un jeûne, par exemple. Lorsqu'on fait un jeûne, eh bien, donc vous allez avoir une augmentation de, cette T3, reverse et qui va donc justement, nous mettre un peu au ralenti, hein, au niveau métabolisme et c'est une façon en fait de protéger notre corps. Lorsque vous êtes dans une situation de stress, d'accord, donc cortisolémie, donc là on est en stress chronique, pareil. Donc l'idée, c'est quand même essayer de protéger notre corps. La chirurgie, l'inflammation, lorsqu'on est également en surpoids, en obésité ou en insulinorésistance, on peut avoir une augmentation de cette T3 reverse. Et puis on a, qu'est-ce qui va pouvoir perturber, donc les autres isoformes, hein, donc la DIO1 et la DIO2, donc ils synthétisent les formes actives de D3, donc ils permettent la conversion de la T4 en T3. C'est les carences en cofacteurs dont on a parlé, hein, donc tous les cofacteurs de ces désiodases. Si on est carencé en ces cofacteurs, forcément, les enzymes, elles vont moins bien fonctionner, donc on va avoir une baisse de la T3. Vous allez avoir des médicaments aussi qui vont les inhiber. Les bêta-bloquants, l'amiodarone, c'est la cordarone, les pilules, d'accord? Donc tout ce qui va être donc, pilules, contraceptifs oraux, lithium, les corticoïdes, les situations également d'hyperœstrogénie, donc ça, on va en parler. Le stress aussi, les régimes hyperprotéinés et puis vous voyez les métaux lourds là, tous ces perturbateurs endocriniens, donc métaux lourds, pesticides, l'alcool également. Donc voilà, tout ça peut perturber en fait ces enzymes et donc à terme conduire en fait à une diminution de la conversion de la T4 en T3 et donc une hypothyroïdie in fine. Donc là, c'est pour illustrer un peu comment fonctionne la TPO, mais je vais pas rentrer dans le détail.
faut juste retenir, c'est que cette TPO, hein, qui permet la synthèse de la T4, elle va utiliser donc une protéine qui s'appelle la thyroglobuline et cette, thyroglobuline, en fait, elle peut faire l'objet, d'attaques immunitaires lorsqu'on a des problématiques, en fait, d'auto-immunité. Voilà, alors autre point important, c'est que donc cette, TPO, hein, donc qui permet donc la synthèse de la T4 au niveau, thyroïdien. Donc elle a besoin de ces cofacteurs pour fonctionner, donc ça on a compris. Donc là, elle est son activation donc est sous la dépendance de la TSH, donc c'est la TSH qui va la stimuler pour qu'elle synthèse en fait pour qu'elle synthétise les hormones thyroïdiennes. Donc son gène va s'exprimer sous l'influence en fait de la TSH, mais aussi de l'IGF-1 et en fait cette TPO, donc qu'est-ce qu'elle fait? Donc lorsqu'elle va, synthétiser ces hormones T3, T4, elle va produire en fait du peroxyde d'hydrogène, H2O2. Donc ce peroxyde d'hydrogène, c'est un élément qui est donc c'est vraiment du stress oxydant à l'état pur. Donc il peut avoir des impacts, hein, donc au niveau du stress oxydatif. Et donc heureusement, dans notre corps, on a des systèmes qui vont protéger en fait les structures de la thyroïde de ce stress oxydant, et ce système, c'est le système de la glutathion peroxydase. Cette glutathion peroxydase qui est on dit c'est une sélénoenzyme, c'est-à-dire qu'elle a besoin en fait de sélénium pour fonctionner. Et elle va aller neutraliser ce peroxyde, d'hydrogène et donc elle a besoin donc de sélénium pour fonctionner, vous l'avez compris. Donc ça, c'était pour vous illustrer, justement donc l'action au niveau des récepteurs, hein, donc et le rôle de la vitamine A, de la vitamine D, hein, pour que, bah, justement votre T3 puisse être fonctionnel et agir au niveau cellulaire. Alors, on va parler des troubles maintenant, donc maintenant qu'on a vu un peu tout comment ça fonctionne. Donc au niveau des troubles, donc on a bien sûr donc les troubles hypothyroïdiens. Donc quels sont les signes d'appel? Je vous les ai remis ici. Vous avez, en fait, c'est un ralentissement du métabolisme. Donc ça va correspondre à de la fatigue, prise de poids, on a par une chute de cheveux, peau sèche, des problèmes de constipation et nausées. Je vous rappelle, les hormones thyroïdiennes, très importantes au niveau du système digestif. Au niveau également, donc, on a des règles douloureuses abondantes, irritabilité, hypercholestérolémie, frilosité, ça aussi c'est un signe assez caractéristique. Et les causes, hein, de l'hypothyroïdie sont multiples et variées, hein, donc, on peut avoir des carences en neurotransmetteurs, pardon, des carences en cofacteurs, des, carences, par exemple, en précurseurs comme l'iode. Alors, on peut avoir aussi donc un mécanisme d'auto-immunité, donc ça, c'est dans l'hypothyroïdie d'Hashimoto. Ce qui se passe dans l'hypothyroïdie d'Hashimoto, vous allez avoir des anticorps qui vont se diriger contre les structures de la thyroïde et qui vont aller progressivement la détruire. Et donc forcément, ça va impacter sa capacité de synthèse. Voilà, on peut avoir, bien sûr, on a vu les perturbateurs endocriniens, la pollution, donc ça va perturber le fonctionnement des désiodases, des déficits donc en cofacteurs, ça je vous l'ai dit, les prises de certains médicaments, donc on l'a vu, donc par exemple donc la myodarone ou les bêta-bloquants. Ah et puis il peut y avoir aussi, donc ça j'en ai pas parlé, il y a un polymorphisme, génétique qui peut, exister, chez des désiodases. C'est-à-dire dans de 12 à 30 de la population, il y a des gens qui vont avoir la DIO2 qui ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, il va y avoir une mutation au niveau du gène de cette DIO2 et du coup, ben, elle va mal fonctionner ou elle va quasiment pas fonctionner. Et donc chez ces gens-là, vous pouvez leur donner, tout le lévothyrox de la terre, que ça suffira pas à leur remonter leur, heu, leur T3 parce que de toute façon, donc le lévothyrox, c'est de la T4 et donc si vous êtes pas capable, en fait, de convertir correctement votre T4 en T3, ben, derrière, vous aurez pas, ça ne fonctionnera pas. Voilà et donc après, il peut y avoir aussi des facteurs, en fait, hein, qui peuvent être responsables de cette hypothyroïdie, qui peuvent aller, perturber. Donc on a vu, il y a le stress, hein, donc ça qui va agir sur l'axe, HPT. Donc ça, c'est le cortisol, l'adrénaline, donc les œstrogènes, hein, donc quand on est dans une, hyperœstrogénie relative, par exemple, on va avoir des problèmes de conversion de T4 en T3.
Mais aussi il y a les dysbioses qui peuvent aussi, rentrer en ligne de compte, mais aussi, les insuffisances hépatiques et rénales. Puisqu'en fait, on a vu le foie et les reins font partie des tissus périphériques qui synthétisent aussi qui convertissent pardon la T4 en T3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire donc, au niveau de la gémeaux? Donc lorsqu'on va être donc dans une hypothyroïdie qu'on appelle primaire, c'est-à-dire, en fait, on va distinguer l'hypothyroïdie primaire de l'hypothyroïdie secondaire. L'hypothyroïdie primaire, c'est lorsqu'on va avoir un problème, en fait, au niveau de la thyroïde elle-même. L'hypothyroïdie secondaire, c'est quand en fait votre thyroïde, ben, elle fonctionne bien, c'est juste qu'il y a un dysfonctionnement à l'étage au-dessus, c'est-à-dire au niveau hypothalamo-hypophysaire. Donc c'est ce qu'on appelle les hypothyroïdies centrales. Et là, c'est plus embêtant parce que ben voilà, les leviers d'action sont bien restreints et on touche à quelque chose qui est un peu plus compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on va faire donc pour, stimuler, pour booster cette hypothyroïdie? Ben, on va, donc stimuler le métabolisme thyroïdien en gémeaux, donc il y a l'amandier qui est réputé pour avoir cette action de stimulation donc du métabolisme thyroïdien, donc très intéressant, et également le bouleau pubescent et le cassis. Alors le cassis, c'est vrai que il permet de dynamiser l'action des 2 autres. On sait qu'il va agir aussi au niveau surrénalien, donc en fait, ça va aussi avoir un impact, ensuite en cascade sur la thyroïde. Et puis lorsqu'on va avoir en fait, un problème d'auto-immunité. Donc lorsqu'on va avoir un problème d'auto-immunité, c'est-à-dire lorsqu'on va déceler des auto-anticorps contre la thyroïde, donc ça là de toute façon dans ce type de problématique, on peut pas échapper en fait au dosage, biologique, hein, donc il faut aller chercher les causes, il faut aller chercher est-ce que vous êtes en carence de cofacteurs? Est-ce que il y a un problème d'auto-immunité? S'il y a un problème d'auto-immunité, ça veut dire que derrière, eh ben, c'est un Hashimoto, donc il va falloir gérer la prise en charge va s'orienter différemment. Donc là, si vous avez un problème en fait d'auto-immunité, ce que vous allez pouvoir faire, c'est, donc en gémothérapie, il y a 2 macérats qui sont assez emblématiques, pour la gestion des et incontournables pour la gestion des problématiques d'auto-immunité, c'est le noyer. Donc le noyer qui va agir en particulier au niveau intestinal et souvent donc tous les problèmes d'auto-immunité, hein, il y a souvent un point de départ au niveau intestinal. Donc là, il faut bien creuser au niveau de votre anamnèse, savoir s'il y a des troubles digestifs fonctionnels. Est-ce qu'il y a des ballonnements? Est-ce qu'il y a des douleurs digestives, douleurs intestinales et cetera? Donc, il faut vraiment creuser ce point-là et si vous sentez qu'il peut y avoir un problème d'hyperperméabilité intestinale, là, il va falloir travailler sur cet axe-là et donc là, ce qui peut vraiment vous aider, c'est le noyer et également, il y en a un autre qui est intéressant, mais que j'ai oublié de mettre, c'est la vigne rouge. La vigne rouge aussi qui a des propriétés donc anti-inflammatoires et qui va réguler aussi, toutes ces problématiques, d'auto-immunité. Au niveau de la micronutrition, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir agir sur différents leviers. Tout d'abord, la synthèse de la T4 en T3, donc c'est-à-dire, pardon, la synthèse de T4 et T3. Donc là, on va agir vraiment sur le métabolisme thyroïdien en tant que tel pour le booster, pour la synthèse de la T4 et de la T3. Alors, pour la synthèse de la T4 et la T3, on peut proposer donc, les précurseurs de la T3 et la T4, c'est-à-dire la tyrosine et l'iode, les cofacteurs de la TPO, donc, sélénium, fer, zinc, manganèse, molybdène, vitamine A, E. Ensuite, on peut agir sur la conversion de la T4 en T3, donc là, on va aller chercher les cofacteurs de la désiodase, donc sélénium, zinc, cuivre, magnésium. Et après, donc, on va pouvoir aussi aller activer les récepteurs AT3 parce que des fois, on a des taux de T4 et de T3 qui sont OK, mais bah, ça fonctionne toujours pas et donc là, bah, c'est peut-être qu'il y a un problème d'activation des récepteurs. Pour ça, vous allez avoir la vitamine A et la vitamine D. Vous pouvez faire aussi donc là, je reviens toujours à mes extraits glandulaires. Lorsqu'on est un peu dans une situation d'impasse, ça peut être vraiment intéressant pour, relancer le si vraiment vous identifiez que c'est le métabolisme thyroïdien qui est en cause, et de proposer aussi des extraits glandulaires thyroïdiens.
Alors ces extraits glandulaires thyroïdiens, en tout cas, moi ceux qu'on propose dans le laboratoire pour lequel je travaille, ils n'ont pas de thyroxine, d'accord? Donc ils sont garantis sans hormones thyroïdiennes. Ce qui permet en fait à des gens qui sont sous lévothyrox, par exemple, de pouvoir utiliser des extraits, glandulaires. Et puis oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que pour tout ce qui va être donc extrait glandulaire, il faut travailler sur des périodes, de 2 mois, hein, à peu près. C'est vraiment, faut pas se dire: «Ah bah, je vais faire une cure de 3 semaines et puis terminé». Non, là, on est vraiment sur un travail de fond et il faut persister. Ensuite, on peut travailler sur la neutralisation du stress oxydant, donc ça, c'est avec le sélénium, on a vu, hein, donc qui est le cofacteur de la glutathion peroxydase. Et puis si vous avez donc un Hashimoto, donc là, problème d'auto-immunité, qu'est-ce que vous allez pouvoir conseiller? Ben, la vitamine D, ça c'est incontournable aussi et les acides gras polyinsaturés, donc oméga 3. Et puis après, regardez si vous avez, par exemple, un problème d'hyperperméabilité intestinale, beh, il va falloir travailler dessus. Donc travailler sur l'hyperperméabilité intestinale, c'est par exemple, travailler avec de la L-glutamine, mais la L-glutamine au moins à 5 grammes, par jour, hein, pas en dessous parce que sinon vous n'aurez aucun impact. Ensuite, maintenant on va passer à l'hyperthyroïdie. Donc l'hyperthyroïdie, là on change de problématique. Donc là, on va être sur des troubles opposés, hein, finalement à l'hypothyroïdie. Donc on a la tachycardie, on a les tremblements, hyperémotivité. Ah oui, la thyroïde, hein, c'est vraiment la glande en fait qui est, la plus vulnérable en fait aux émotions, hein. Donc, dès lors que vous allez avoir un stress émotionnel, par exemple, important, c'est votre thyroïde qui va morfler. Hop, donc vous avez donc hyperémotivité, agressivité, nervosité, transit accéléré. Donc là, on est complètement opposé à l'hypothyroïdie où on était plutôt sur la constipation et cetera. Et puis, surproduction de chaleur, hein, donc c'est les gens qui suent, qui transpirent beaucoup et cetera. Donc là, il faut aller, donc c'est, la maladie de base d'eau, hein, pour qui est l'hyperthyroïdie. Donc c'est aussi une maladie auto-immune, hein, donc là, en fait, il y a des anticorps spécifiques, on appelle les anticorps TRAC, qu'il faut aussi pareil, faire, doser pour pouvoir attester de la problématique. Ces anticorps, ils vont bloquer les récepteurs ATSH, ils vont stimuler directement la synthèse de la T3 par la thyroïde et ils vont augmenter la conversion, périphérique de la T4 en T3. Donc là, voilà et ça donne en fait, vous voyez, des regards, alors pas le vous avez le regard avant-après, donc à droite, c'est avant et et après donc lorsqu'on est en hyperthyroïdie, donc vous voyez ces yeux exorbités comme ça aussi, c'est assez caractéristique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour la prise en charge de l'hyperthyroïdie? Donc on va au niveau de la gémeaux, on va essayer de freiner ce métabolisme thyroïdien et donc pour ça, on a la Viorne, qui va permettre en fait cette action. Vous allez avoir, pour la prise en charge de la tachycardie et la nervosité, c'est l'obépine et pour les problématiques d'auto-immunité, on retrouve le noyer et puis il y a aussi donc on a vu donc la vigne rouge aussi qui peut former un bon duo avec le noyer. Au niveau de la micronut, donc pour l'hyperthyroïdie, donc là, on va quand même surtout aller, sur du symptomatique, hein. Donc je vous ai dit, on peut travailler donc l'hyperperméabilité intestinale avec la L-glutamine. Alors la L-glutamine, ce qui est intéressant, c'est que ça va agir à la fois sur l'hyperperméabilité intestinale, donc ça, c'est si vous avez un problème d'auto-immunité, mais la L-glutamine, c'est aussi le précurseur du GABA. Donc en fait, ça permet aussi d'agir sur le côté, anxiété, nervosité. On retrouve nos peptides hydrolysés de casine dont j'ai parlé tout à l'heure et le magnésium aussi, incontournable. Alors, pas n'importe quelle sel de magnésium, hein, faut plutôt aller, hein, sur des formes, organiques et ou aminochélatées. Vous avez ensuite les donc pour gérer l'accélération du transit, les probiotiques, ça peut vraiment aider et puis pour la prise en charge d'auto-immunité, on retrouve, hein, vitamine D et oméga 3. Donc pour la vitamine D, vous savez, on essaye quand même de doser pour voir où en est la personne, parce que ça va permettre aussi d'ajuster après les posologies. Voilà, donc maintenant on va passer à l'axe, hypothalamo-hypophyso-gonadique.
Donc là, ici, vous avez, ben, les 2 axes, féminin et masculin. Donc féminin, donc hypothalamus sécrète la GnRH, qui va agir au niveau de l'hypophyse, qui va sécréter l'ALH et la FSH. L'ALH va permettre donc la synthèse de la progestérone et la FSH va agir donc au niveau ovarien sur la synthèse d'œstrogène et avec toujours ces rétrocontrôles. Donc là, je parle que de l'axe féminin parce que j'ai décidé de traiter que cet axe-là. Alors, dans les problématiques, qu'on retrouve très fréquemment, c'est, des problématiques donc d'hyperoestrogénie relative. En fait, lorsque vous avez, donc là ici c'est votre cycle, hein, de 28 jours, cycle féminin de 28 jours. Donc du 1er au 14 jours, ou enfin du de J1 à J14, hein, c'est les œstrogènes qui dominent. Et puis, donc à partir du 14e jour, qui est le jour de l'ovulation, vous allez avoir, un pic de progestérone, donc la progestérone va prendre le dessus sur les œstrogènes pour après diminuer, progressivement. Et donc dans les problématiques en fait d'hyperœstrogénie relative, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous avez les œstrogènes qui vont, se positionner à un niveau supérieur à la progestérone, donc en deuxième partie de cycle. Et donc ça va provoquer des problèmes, des désagréments. Donc, on va retrouver ça, dans les syndromes prémenstruels. On va retrouver ça dans une certaine typologie de préménopause, hein, vous verrez, donc il y a 2 typologies de préménopause et donc vous allez pas prendre en charge de la même façon et dans les problématiques d'endométriose. Alors là, si je vous ai mis un peu tous les signes, hein, justement de cette hyperoestrogénie relative, donc lorsqu'on est dans un cas de, syndrome prémenstruel ou une préménopause, associée donc à une hyperoestrogénie relative. Donc on a des douleurs, donc des mastodinies, des ballonnements, des prises de poids, des œdèmes, des douleurs, au niveau des jambes, irritabilité, douleurs abdominales, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires. Ça peut même aussi avoir on peut même avoir des irritations au niveau du tendon. On a des cycles qui sont raccourcis et des, menstruations qui sont, abondantes et baisse de la libido. Pour l'endométriose, on a des signes, alors on peut retrouver des signes un peu communs, mais il y en a un qui est, ben, très impactant, c'est les problématiques de fertilité, hein, qui sont liées à l'endométriose. Donc vous voyez, on retrouve en fait ces douleurs, douleurs abdominales, bas-ventre et cetera. Douleurs pendant les rapports sexuels, donc aussi donc stress social et psychologique et on peut avoir aussi donc un mal de dos. C'est très schématique, hein, parce que bien sûr, il faudra aller un petit peu plus loin, mais on n'a pas trop le temps. Alors, ces hormones œstrogéniques, d'ailleurs, je pense que j'ai dû inverser la diapo, j'aurais dû la faire avant, bon, c'est pas grave. Donc la on va dire l'hormone mère des œstrogènes, c'est la prégnénolone, d'accord? Cette prégnénolone qui peut donner donc la progestérone, qui va donner ensuite derrière la testostérone, qui sera convertie en œstrogène avec l'action de l'aromatase. Mais ça peut aussi, elle peut aussi donner donc la DHEA qui, va ensuite donner la testostérone pour donner ensuite les œstrogènes. Mais tout ça, le point de départ initial, c'est quand même le cholestérol, hein, donc le cholestérol, il faut pas le supprimer complètement de son alimentation. Alors les effets des œstrogènes, au niveau du cerveau, régulation de la température corporelle, au niveau des seins, donc c'est, développement des glandes mammaires avec la production de lait. Les ovaires, c'est la maturation et donc les œstrogènes donc déclenchent le cycle menstruel. Au niveau de l'utérus, c'est, bah, la préparation donc de l'utérus. Maturation donc et lubrification du vagin. Au niveau du cœur, il y a une protection qui est assurée par les œstrogènes, hein, au niveau cardiovasculaire, hein, donc le cholestérol va être, régulé, donc c'est un effet protecteur des œstrogènes au niveau des plaques d'athérome et aussi rôle important au niveau de la densité, minérale osseuse. Alors, ces hormones œstrogéniques, en fait, donc ben, à un moment donné, donc elles sont détoxiquées, hein, donc lorsqu'elles ont été utilisées, donc elles sont détoxiquées au niveau du foie.
Donc il y a, alors ça peut être les oestrogènes, les oestrogènes endogènes ou bien des oestrogènes exogènes, comme par exemple les oestrogènes que vous avez dans les pilules ou que vous avez dans l'eau que vous buvez, hein, dans l'eau du robinet, hein, parce que dans l'eau du robinet, vous retrouvez quand même, tous les résidus de pilules, donc voilà. Donc ces oestrogènes, donc au niveau hépatique, donc ils vont, subir la phase 1 de détox hépatique. Et donc, il y a 3 voies, en fait, sur cette phase 1 de détox hépatique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, ben, il y a la voie, des ce qu'on appelle des 16-hydroxyhydrogènes et des 4-hydroxyhydrogènes. Ces 2 voies-là sont génotoxiques et donc elles vont augmenter les risques de cancer du sein. Donc en fait, la voie, qui est la plus «vertueuse» entre guillemets, la au niveau de la phase 1, c'est la voie des 2-hydroxyhydrogènes qui est non génotoxique. Et donc ces 2 hydroxyhydrogènes, ils sont ensuite donc, ils vont subir la phase 2 de détox hépatique et en particulier donc c'est les phases de méthylation et de glucuronidation et donc ça va diminuer les risques de cancer du sein. Et en fait, pour que vous ayez en fait une régulation des oestrogènes, il faut qu'il y ait cette détoxification hépatique qui soit, fonctionnelle. Alors comment vous allez faire au niveau de la prise en charge des troubles liés à l'hyperoestrogénie relative? Et ben, vous allez agir donc sur, la régulation hormonale globale. Avec le framboisier, le framboisier, là aussi c'est un must, sur tout ce qui va être régulation hormonale féminine. Et alors le framboisier, donc vous allez pouvoir le garder sur toute la durée du cycle, mais vous allez prendre surtout le pommier sur la deuxième partie du cycle. Parce qu'en fait, le pommier, lui, il va remonter l'activité de la progestérone. Et en fait, si vous reprenez votre cycle, alors, il y a des gens aussi qui font 14e jour, c'est, le framboisier et du 14e au 28e jour, le pommier, hein. Donc le pommier, voilà, donc on peut faire comme ça et comme ça, si vous voulez, on est complètement superposable, en fait, avec le cycle naturel. Et donc le pommier, il a une action progestérone, like, hein, donc il va permettre donc justement de remonter le niveau de progestérone pour, eh bien, faire disparaître cette hyperoestrogénie, relative. Donc c'est un réajustement qui est fait. Et puis, ensuite, donc vous avez pour la gestion de l'irritabilité, donc c'est l'aubépine. Donc, ça c'est même plus sur la gestion symptomatique, donc aubépine, irritabilité. Les problèmes de rétention d'eau, détox hépatique hormonal, il y a le bouleau pubescent qui peut être vraiment intéressant parce que lui, il va agir sur les deux tableaux, quoi. Au niveau de la micronutrition, donc sur la, détox hépatique des oestrogènes. Alors, pour favoriser la voie, 2-hydroxy, donc de la phase 1 de détox hépatique, c'est ce qu'on appelle le DIM. C'est diindolylméthane, donc c'est un composé que vous avez dans les crucifères et lorsqu'en fait vous allez, donc digérer les crucifères, il va être, libéré et donc ce DIM favorise la détox, mais la voie 2 de la phase 1. Ensuite donc, vous allez pouvoir agir aussi pour favoriser la phase 2 et donc ça c'est, le calcium déglucarate. Donc ce calcium déglucarate, il va, soutenir la glucuronidation. Il va aussi avoir un impact super intéressant, c'est-à-dire que lorsque vous avez détoxifié vos œstrogènes, ils vont passer donc, dans la bile et ils vont ensuite être éliminés dans l'intestin. Dans l'intestin, vous allez avoir le microbiote et le microbiote, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va déconjuguer en fait vos œstrogènes qui ont été, si vous voulez, métabolisés, qui ont été neutralisés. Et donc en déconjuguant, eh ben, en fait, ils les rendent à nouveau actifs, ils sont ensuite réabsorbés. Donc le calcium déglucarate, eh ben, il va inhiber en fait l'action du microbiote, heu, de déconjugaison du microbiote. Donc en fait, il agit à 2 niveaux. Et enfin, vous avez donc sur la phase de la toujours sur la phase de détox hépatique, la phase 2, donc pour la partie, méthylation. Bah, vous avez donc, les vitamines B6, B9, B12 actives, le SAM dont on a parlé tout à l'heure, le S-adénosylméthionine et vous avez aussi un autre composé qui est le TMG, la triméthylglycine, qui intervient aussi dans la méthylation.
Donc ça, donc vous pouvez aussi utiliser donc les extraits glandulaires ovariens, donc qui vont réguler vraiment donc le le fonctionnement en fait des ovaires. Vous allez pouvoir aussi agir en favorisant la réduction de la conversion de la testostérone en œstrogène en inhibant l'aromatase. Pour inhiber l'aromatase, vous retrouvez le DIM, hein, donc qui agit aussi à ce niveau-là. Et puis vous avez des polyphénols, donc il y a la chrysine, vous avez, l'apigénine et vous avez, les, EGCG, EGCG que vous retrouvez dans le thé vert, l'apigénine vous la retrouvez d'ailleurs dans un macérat, je crois que c'est l'aubépine et la chrysine, ah oui, la chrysine vous allez la retrouver dans le macérat de peuplier, puisqu'en fait c'est un composé, c'est un polyphénol que vous avez dans la propolis et comme vous le savez donc, hein, donc le peuplier donc c'est le bourgeon propolis-like parce qu'en fait il récupère des composés de la propolis et donc, il est riche en chrysine. Donc ça peut être intéressant. On peut aussi travailler sur la détox des perturbateurs endocriniens. Donc là, vous avez l'ANAC, la N-acétylcystine, donc l'acide alpha-lipoïque, le curcuma, la chlorelle qui peuvent vous aider. Pour travailler sur l'homéostasie donc hormonale au sens large, vous retrouvez le zinc, hein, donc le zinc qu'on avait vu au niveau thyroïdien, pour la synthèse de la TRH. Et ben, il agit aussi en fait comme un grand régulateur hormonal. En fait, il va agir sur les récepteurs, hormonaux qui sont au travers donc d'un facteur de transcription, donc qui sont des protéines à zinc et qui donc, voilà, il agit aussi là-dessus. Donc, dans toutes les problématiques hormonales, pensez au zinc, c'est vraiment hem, le minéral, vraiment qu'il faut considérer. Et puis vous pouvez travailler aussi, sur les huiles d'onagre et de bourrache. Les huiles d'onagre et de bourrache, donc elles sont intéressantes parce qu'elles vont apporter donc, ce qu'on appelle le GLA, donc elles vont apporter donc c'est un oméga 6 particulier. Donc on parle beaucoup des oméga 3, mais il faut pas oublier aussi que les oméga 6 ils peuvent avoir un rôle super important. Et donc les huiles d'onagre et de bourrache vont apporter donc ce qu'on appelle l'acide gamma-linolénique, qui est le précurseur de l'acide dihomo-gamma-linolénique. Et cet acide dihomo-gamma-linolénique, c'est lui-même le précurseur des prostaglandines E1, qui sont des prostaglandines anti-inflammatoires et qui vont permettre de réguler, si vous voulez, d'agir sur l'équilibre entre les prostaglandines E1 et les prostaglandines E2. Et cette action de régulation va avoir un impact au niveau de la sécrétion de la LH. Et donc, régulation après derrière sur la synthèse de progestérone. Donc, super intéressant. Et puis, vous allez pouvoir aussi agir au niveau des symptômes, donc l'irritabilité, magnésium B6, l'anxiété, le GABA, voilà. Ensuite donc, donc là on avait vu on a vu les problématiques d'hyperœstrogénie. On avait dit donc hyperœstrogénie, c'est syndrome prémenstruel, c'est préménopause, donc mais un type particulier de préménopause et endométriose. Sur les problématiques d'hypoœstrogénie qu'on appelle vraies, vous allez retrouver la ménopause, puisque la ménopause, en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous avez les ovaires qui arrêtent de synthétiser des œstrogènes, donc on est complètement dans une hypoœstrogénie, même dans une aœstrogénie. Mais vous avez aussi donc une autre, typologie de préménopause, donc c'est une préménopause associée à, une hypoœstrogénie vraie. Et donc là, vous n'allez pas avoir les mêmes signes cliniques. Vous allez avoir, bah, des signes cliniques qui vont beaucoup ressembler donc à ceux de la ménopause, hein, c'est-à-dire les bouffées de chaleur, les suées nocturnes, dépressives, difficultés de concentration, troubles de la vision, sécheresse aussi au niveau des muqueuses, douleurs articulaires et osseuses, palpitations cardiaques, et cetera. Voilà, donc là vous avez ici, ben, on reprend un peu tout ce qu'on a dit. Il faut aussi, ce qui est important quand même sur la ménopause, c'est que vous voyez, il y a quand même l'ostéoporose, hein, qui est favorisée. Donc là, puisque vous n'avez plus la protection des œstrogènes. Au niveau cardiovasculaire, bah, là aussi le facteur de protection, il saute, donc bah, il faut quand même, s'en préoccuper. Voilà et puis
Donc qu'est-ce qu'on va faire en fait sur des prises en charge de l'hypoœstrogénie vraie, donc au niveau de la gémeaux? On peut agir donc sur la régulation hormonale globale, donc le framboisier, donc c'est moi je le mets à la fois dans les problématiques d'hyper et d'hypoœstrogénie. Et après, je vais rechercher une action œstrogénique, donc une action œstrogène-like. Et donc là, c'est les REL, hein, donc les REL qui est cette action-là. Et puis, sur une partie plus symptomatique, pour les bouffées de chaleur, il y a l'aubépine. Si vous avez des suées nocturnes, pensez au sol blanc. Le sol blanc est vraiment intéressant dans ce cadre-là. Et puis, pensez aussi donc à la protection donc ostéo-articulaire, hein, donc tout ce qui va être prévention d'ostéoporose et d'arthrose. Donc là, il y a le pain. Le pain, ce qui est bien, c'est qu'il agit sur les 2 tableaux. Il va agir sur la stimulation des ostéoblastes et sur la stimulation des chondrocytes. Donc il agit vraiment, comme un super facteur protecteur. Et puis après, donc trouble du sommeil, par exemple, le thier. Voilà. Et donc, au niveau de la micronutrition, donc ce qu'on va pouvoir proposer, donc, alors on en revient toujours à notre extrait, glandulaire ovarien, donc lui aussi, pourquoi pas. On peut aussi, soutenir quand même les glandes surrénales, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même cette fatigue importante. Donc comme je vous ai dit, le fait de travailler sur les surrénales, ça permet par ricochet de travailler sur le reste des glandes. Donc là, on peut aussi utiliser des extraglandulaires surrénaliens. Pour mimer l'action œstrogénique, vous connaissez les phytoœstrogènes, donc c'est les isoflavones de soja, donc c'est la génistéine par exemple. Vous avez également les phénylflavones, donc ça, c'est des composés particuliers que vous retrouvez dans le houblon. Vous avez aussi les coumestanes, donc tout ça sont des composés qui vont mimer l'action œstrogénique. Pour travailler sur le capital ostéo-articulaire, donc vitamine D pour la minéralisation, mais la vitamine K aussi super importante, hein, donc ça fonctionne les 2 ensemble pour l'os. Ensuite, vous avez le, collagène, donc une supplémentation en collagène très intéressante. Alors bien sûr au niveau articulaire mais aussi au niveau osseux, ça agit vraiment sur les 2 tableaux et toujours à associer avec le silicium, parce que le silicium va permettre la cohésion, des fibres de collagène. Et puis de la reminéralisation, donc ça peut être du plasma marin, ça peut être sinon des plantes, hein, qui sont riches en minéraux. Et puis, sur la protection cardiovasculaire et l'équilibre émotionnel, les oméga 3 à longue chaîne EPA, DHA. Voilà, donc j'en ai terminé. Bon, il y a pas eu trop de questions. Je sais pas si on les a pas perdues en route, c'est bon Myriam Non, et non, non. Mathilde? Je les ai pas perdues, sur le Bah, en même temps, chemin? c'était très clair, très bien, très rondement mené. Donc écoute, on t'a suivi jusque-là. Quand même, hein, 1 heure et demie, je pensais pas autant, tu vois? Écoute, on n'a pas Mais vu le c'est temps vrai passer, on que bon, était voilà, il y a happés des par. choses à dire. Alors l'avantage, c'est que tu nous as appris plein de mots pour le Scrabble. Ah! S'il y a des mots qui sont pas clairs et tout ça, faut vraiment me le dire, hein. Non, non, mais je rigole, je rigole. C'est juste que c'est vrai que c'était très chouette. Et puis, du coup, ça permet d'avoir une approche globale, mais aussi de comprendre les causes et de mieux comprendre les mécanismes pour les personnes qui nous regardent. Et... Parce que c'est vrai que traditionnellement, on propose des solutions, mais là, ça permet de comprendre vraiment les mécanismes, quoi. Ouais, alors c'est vrai que quand tu travailles sur la micronute et tout ça, tu es obligé d'aller vraiment dans le détail, hein, parce que tu agis vraiment sur une enzyme, tu vois? Mm. Et donc bon après, moi je sais que tant que j'ai pas compris le pourquoi du comment, ça me perturbe et derrière pour, convaincre les personnes, il y a des personnes qui ont besoin aussi qu'on leur explique, tu vois? Oui, ça Et fait partie. ça, d'autres non, hein, d'autres, ils vont pas fonctionner comme ça, et il y a de tout pour faire un monde, hein, mais voilà. Oui, mais ça En tout permet cas, de... moi, je sais que, tu vois, c'est d'avoir tous ces outils, la Gémeaux, la micronute et tout, quand même, ce qui est intéressant, c'est que, on voit que ça fonctionne, en fait. Il y a vraiment plein d'exemples, en fait, sur les résultats, donc voilà. Donc, après, chacun trouve les outils aussi qui leur correspondent, hein. Voilà, après,
Il y a aussi des questions de sensibilité individuelle et voilà. J'ai une question, par rapport aux oligo-éléments que tu as mentionnés. Est-ce que, Ouais. parce que j'imagine que dans ce que tu évoques, on est plus sur des doses pondérables, mais est-ce que, tu utilises aussi l'oligothérapie à titre préventif sur des doses, catalytiques? Bah, tu sais, quand tu prends du plasma marin, tu agis vraiment, c'est pas des doses importantes, hein. Tu es vraiment sur, donc oui, après tu peux travailler alors l'oligothérapie, c'est super intéressant, ça aussi encore, ça fait partie des choses, mais de toute façon, là sur les oligo-éléments, tu es vraiment sur des apports nutritionnels conseillés, sur voilà, donc tu dépasses pas ça. Après, après l'oligothérapie en tant que telle, oui, bien sûr, tu peux très bien faire, tu peux travailler aussi sur, les diathèses, sur, tout ça, hein, il y a aussi ça. Ouais, ouais, Et tu effectivement. vois le zinc typiquement, tu le trouves en oligothérapie, pareil pour gérer, dès lors que tu as des problématiques hormonales et tout ça, tu le retrouves, hein. Oui, oui, moi je trouve que ça s'associe très bien, avec la Gémeaux et c'est vrai que j'en recommande assez régulièrement, de l'Oligo et aussi, de l'Organo, hein. Franchement, c'est vrai que c'est méconnu et Ouais, pourtant tu l'utilises toi c'est l'organo? ouais, ouais, tout à fait. Je la OK. recommande, très régulièrement et je trouve que c'est fabuleux au niveau de la complémentarité, c'est génial. Puis c'est comme tu dis, ça permet vraiment de relancer le mécanisme, de le rééquilibrer et franchement c'est chouette. Et ce qui est dommage, c'est que, ben, aujourd'hui, c'est une pratique qui est pas reconnue officiellement, donc on peut pas trop non plus, alors moi je sais que voilà, après je l'aborde, tu vois? Puis après les patients, l'utilisent, enfin voilà, parce qu'après il y a des gens que ça peut bloquer parce que voilà, on est sur de l'extrait animal, machin, mais bon. Mais c'est vrai que dans des cas, en fait, où on est un peu dans une impasse, c'est pas forcément quelque chose que je vais proposer en quoique si, je le propose maintenant dès la première intention, mais sinon, si je sens la personne un peu réticente, je leur dis: «Écoutez, voilà, on peut déjà commencer par ça, puis après Bien on sûr. voit par la suite, quoi». Mais bon, quand la personne est dans une impasse et tout, elle est quand même bien contente, qu'on arrive, enfin que ça marche, quoi. Bien sûr, après on est tous différents, donc c'est d'où l'intérêt aussi d'individualiser, de se faire accompagner pour trouver quelque chose qui va parce que ce qui convient à l'un ne conviendra peut-être pas à l'autre, alors Ah que bah, ouais. peut-être les symptômes Après seront le les maître mêmes. mot, hein, c'est toujours Mmh, pareil, hein, c'est la personnalisation, c'est voilà. Il y a, et encore, bon là, c'est vrai voilà, tu vois, c'est quelque chose d'assez, comment je pourrais dire? Là, on va être enfin, en tout cas, là, moi, je travaille très peu sur l'approche énergétique, tu vois? Mais c'est une autre dimension aussi, bien sûr, qui joue son rôle et il y a beaucoup de thérapeutes qui travaillent aussi avec la dimension, énergétique des produits donc voilà, c'est aussi encore autre chose. bien sûr. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour les personnes qui sont en train de nous regarder? Non, moi ça va. Bonjour, pardon. Bonjour Myriam, bon, Voilà. est-ce que c'était clair Alors, pour je vais vous ou mettre pas? la vidéo parce que du coup, Ah je bah, suis ouais, arrivée c'est en plus retard. Allez, sympa. on te voit, Voilà, voilà. voilà. Ah, Ouais, merci voilà, je suis Myriam, c'est désolée, mais sympa. Allez Mathilde, mets ta vidéo. La pauvre, elle a la pression. Ah, elle a la pression. Non, vous êtes voilà. pas obligés, je blague, hein. Oui, non, non, mais je comprends bien. Juste peut-être, comment dire? Est-ce que, tout à l'heure là, quand tu as parlé de, attends, que je retrouve ma fiche. Que je retrouve oui, voilà, le glutathione là pour éliminer, les hormones thyroïdiennes, hein. Voilà. C'est l'acide glucuronique. Tu parlais du glutathione, peroxydase qui neutralise, en fait, qui neutralise Ah, OK. les hormones Ah, thyroïdiennes. C'est bien ça, ouais, ouais, voilà, hein, juste peut-être, glutathion je vais peroxydase, revenir en loin. fait, c'est un système enzymatique qui va neutraliser le stress Oui, oxydatif et en fait, voilà, quand on synthétise des hormones thyroïdiennes, quand oui, voilà, on produit, en fait, ces radicaux libres et donc dans la thyroïde, il y a des systèmes, en fait, qui neutralisent. Sauf que si ces systèmes de neutralisation ne fonctionnent pas bien et en particulier oui, si vous êtes carencé en sélénium, bah, ces oui, enzymes-là, elles vont pas bien fonctionner et du coup, bah, les radicaux libres, en fait, ils vont s'attaquer, en fait, aux structures de la thyroïde et donc ça d'accord, va forcément provoquer des dysfonctionnements. Et vous OK. avez vu le sélénium, on le retrouve aussi
comme cofacteur en fait des enzymes de synthèse et de conversion. Il y a les Oui, 2. Donc ça agit à plusieurs niveaux. oui et du coup, est-ce que c'est ce qu'on nomme, le P450, dans les mécanismes, Alors le est-ce cytochrome que c'est pareil ou pas P450 dans la neutralisation des chimios, enfin des produits, non, non, c'est alors pas du tout pareil, hein, non, c'est pas ça. non, non, ça c'est Voilà, non, encore c'est autre. juste Il y que a j'ai, en fait, il y a 2 choses. Il y a la glutathion peroxydase, c'est une enzyme oui, antioxydante. Le oui. cytochrome P450, en fait, Ah voilà, c'est le c'est un cytochrome, c'est moi composé que qui, vous avez au niveau de la phase 1 du foie et lui, il va mmh, métaboliser les médicaments et voilà, ouais, métaboliser c'est ça. aussi tous les déchets, en fait, hein, et donc ça fonctionne avec il Voilà, fonctionne ouais, avec du d'accord. fer, ce cytochrome P450. Oui, Voilà. voilà, j'ai confondu, ouais. C'est pour ça que je me disais: «Est-ce que c'est Ah bah, pareil, ouais, pas on s'y perd, pareil?» hein, Ouais, entre non, c'est tout, pas oui, voilà. bonjour Mathilde, Merci super que et tu aimes la Bonjour. vidéo. et une dernière, question peut-être, hein. Hem, par rapport, donc, on est bien d'accord que, en fait, quand une personne a, un cancer du sein et sous traitement hormonal, hein, voilà, pour éviter les récidives, qu'en fait le framboisier et cetera, reste Alors, en contre-indiqué, cas de d'antécédent de cancer ou pas? hormonodépendant, on va pas utiliser le Ouais. framboisier, on va pas utiliser les rênes. Le Voilà. pommier non plus, Le pommier, on et peut, dire puisqu'il est ouais, progestérone, il n'est pas ouais, œstrogénique. Ce qui pose ouais, problème, en fait, mais c'est l'action œstrogénique, parce que c'est elle qui va dans les cancers, en fait, du sein, oui, c'est l'hyperstimulation œstrogénique, en fait, qui va oui, provoquer la multiplication cellulaire et cetera. oui Mais en fait, le et pommier, lui, il a une action progestérone, donc en fait, il y aura pas et d'incidence. Moi, justement pendant longtemps, j'étais et hésitant à le donner et en fait, non, parce ouais. il est progestérone, donc on peut quand même l'utiliser. Si la personne a eu un antécédent de cancer du sein, elle peut utiliser du pommier. Elle risquera rien. Et oui, mais justement, en fait, on dit que normalement pendant le cycle, en fait, quand, il y a une question d'équilibre aussi entre les estrogènes et la Alors progestérone, hein. justement, si vous Et en m'avez fait, ouais, normalement, quand hein, voilà, alors on en est fait, sur, le pommier, vous allez toujours l'utiliser en deuxième partie de cycle. Parce que en fait, quand ouais, vous prenez votre cycle, hein, donc de 28 jours, sur les 14 ouais, premiers jours, c'est les œstrogènes qui sont dominants et oui, sur on est d'accord. les 2 dernières semaines, c'est la progestérone et lorsqu'on est dans un Et oui, hyperœstrogénie relative, ce qui se passe, c'est que les œstrogènes restent assez hauts finalement et au-dessus de la progestérone pendant la deuxième phase du cycle. Donc en fait, il faut aller soutenir la progestérone sur la deuxième phase du cycle et c'est pour ça qu'en oui, général, ce qu'on fait, première partie du cycle, on donne le framboisier qui même si c'est un régulateur global, il a quand même une action quand même œstrogénique, hein. Faut pas se voiler la face, il a quand même une oui, action œstrogénique. et oui. Mais malgré tout, il est quand même régulateur aussi. Donc en fait, il a un peu vous voyez? Donc, on va utiliser Mmh. sur la première partie du cycle, on va utiliser le framboisier et sur la deuxième partie du cycle, le pommier. Voilà. Mais je parlais dans le cas d'hyper, vrai, puisque, si la personne est ménopausée et qu'elle est sous, anti-aromatase, par exemple. Alors, Voilà, voilà, c'est juste si la personne est ménopausée, là, vous allez prendre en fait de l'RL mmh, et donc vous pouvez l'associer à le framboisier, hein, vous pouvez faire les 2. Mais ça, vous allez le prendre en continu, en fait, oui, mmh d'accord? Et si la personne, elle a eu un antécédent de cancer du sein, bien évidemment, vous n'utiliserez ni les RL ni le framboisier, hein, voilà. d'accord. Voilà, c'était ma Ouais, question de départ, merci. Ouais, voilà, ouais, ouais, d'accord. voilà, Ouais. voilà. Voilà, donc en fait, c'est dès qu'il y a une action œstrogénique, et donc dans le framboisier, il y a quand même une action œstrogénique, hein, vu qu'il a un peu Oui, il est régulateur, mais il a quand même une action œstrogénique. On va pas l'utiliser, enfin moi en tout cas, je le donne pas. Mmh. d'accord, on est d'accord. Très bien.
Après, il y a des, choses aussi au niveau, des, huiles essentielles qu'on peut faire, aussi, dans le cadre, voilà, il y a la micronutrition, il y a, effectivement et qui Ah est bah très oui, intéressant. bah c'est J'ai sûr. Là, appris, bon, c'est beaucoup vrai de que j'aurais choses, pu faire aussi, voilà. ben, vous savez, vous avez aussi la Ouais, mycothérapie, il y a oui plein de choses, et hein. oui, La il y a plein de mycothérapie aussi, choses, il y a plein c'est de trucs vrai, super mais c'est très intéressants. intéressant. Oui, Ouais. c'est vrai, mais en tout cas, c'était bien, bien, expliqué et bien, Bon, bah, fourni, et tant mieux, je vous tant mieux. remercie. Bah, avec plaisir, Myriam, avec plaisir. Bon. Mathilde, est-ce que toi, tu as des questions? Oui, alors merci pour ton intervention, c'était très très intéressant. Et Ouais, je si. voulais savoir pour en cas d'endométriose, et si par exemple la personne est sous, euh, désolée, j'ai un peu de mal avec le français, est sous œstrogène, Ouais. euh, qu'est-ce que je peux lui donner? Parce que le framboisier, dans ce cas-là, j'évite un peu. Alors, si Et c'est une endométriose, tu vas éviter de lui donner quelque chose d'œstrogénique. voilà, exactement. Tu vas plutôt lui donner quelque chose de progestérone-like. D'accord. Donc un Voilà. pommier. Donc, un pommier. En tout Voilà. cas, Ok. en gémeaux. Après, En si tu gémeaux, veux ouais. aller sur de la phyto, ce qui peut être intéressant et qui fonctionne très bien, Mhm, c'est le gâtillier en phyto. mhm. Gâtillier, achillée, alchimie, voilà, ça peut être Ouais. vraiment intéressant. Ok. Et tu peux Après, d'ailleurs même coupler la phyto et la gémo, hein. C'est pas non plus antinomique, hein. Tout à fait. Tu peux Oui, oui, oui. aussi. Après, ça dépend des personnes. Il y a des gens qui vont être très réceptifs à la gémo et Mm. qui, voilà, qui ont, et d'autres qui vont préférer. Puis après, ça dépend aussi des formes parce que tu vois, la gémo, c'est les gouttes à prendre et tout ça. La phyto, tu peux l'avoir soit sous forme de gouttes, mais tu peux l'avoir en tisane, tu peux l'avoir ou en extrait sec. Ou... Après, c'est voilà, on s'adapte en fonction aussi des gens, de leur vie, de ce qui. Il y a des gens, ça va gêner de prendre des gélules, d'autres, ils vont trouver ça vachement pratique. Enfin, voilà, c'est. Oui, oui, tout à fait. Ça dépend de la Après, ce qui est personne. intéressant avec la Gémeaux et dans toutes les formes liquides, d'ailleurs même sur les teintures mères de phyto, c'est que tu peux, dans un même flacon, tu Mm. peux mettre plusieurs composés. Oui. Donc, tu vois, par exemple, la personne, donc elle a une endométriose et puis elle a, je sais pas moi, des troubles du sommeil, etc. Ben, tu vas avoir lui donner par exemple du gâtillier Mhm. ou du pommier. Et tu pourras pouvoir ajouter aussi bah, des plantes pour le sommeil, tu vois, de la valériane ou etc. Si tu vas rester que sur la gémeaux, du tilleul ou voilà. Tu peux toujours t'adapter. Oui, 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 tout à fait. Le couple tisane Gémeaux, en tout cas, ça marche très bien pris ensemble. Ouais. C'est très, très C'est ce que tu intéressant. conseilles, toi, beaucoup de tisane? Oui, je suis très calée en D'accord. tisane et j'aime beaucoup faire les deux ensemble. D'utiliser la tisane comme un véhicule, en fait. Pour Ouais. pouvoir. Ah ouais, mais il y Oui, a oui. des gens chez qui ça leur va très bien, hein. Mhm. Et d'autres, ils vont trouver ça contraignant parce qu'il faut préparer sa tisane, parce qu'au travail, il va falloir prendre Tout à fait. son... Voilà. C'est Ouais. sûr. je me Mais permets merci beaucoup. de rebondir d'un point de vue empirique et par rapport à l'endométriose. L'association avec la vigne aussi, en gémothérapie, la vigne rouge, il y a de très bons. Ouais. Donc, ça peut être aussi une piste à explorer par Tu rapport dis à. vigne rouge et puis quoi d'autre, Anaïs? Bah, en fait, peu importe après ce qu'on va recommander selon le Ouais. tableau général, mais la vigne rouge, c'est vrai que ça peut être chouette du fait de son action anti-inflammatoire générale, Ouais. que ce soit sur la sphère urogénitale, intestinale, voilà, ostéo-articulaire, bref, peu importe, mais il a une action anti-inflammatoire assez générale, mais du coup, il est intéressant. Et aussi pour lutter contre les phénomènes néoformateurs, bah, c'est pas mal. Donc, du coup, on est quand même sur. Il y a de bons retours. Après, je dis ça avec les retours que j'ai de mon côté. Il faudrait peut-être voir d'autres personnes si elles ont testé et recommandé ça, mais c'est vrai que c'est pas mal. Ouais. Ah bah super intéressant. Et ouais, moi la ligne rouge, ouais, c'est vrai, ouais, j'aime beaucoup aussi, ouais. Mais c'est vrai C'est vrai qu'on qu'on. nous avait dit, ouais, Ouais, à mon tout ce sens, qui est la vigne, c'est boule. Pardon? Oui, et c'est vrai que la vigne rouge, moi, on m'a dit, enfin, en formation, tout ce qui est bouboule est comme, en fait, tout Hmm. ce qui, voilà, forme des nœuds, quoi, en fait, et qui se placent ailleurs, et cetera.
Ouais, la vigne, elle est pas enfin, c'est pas qu'elle est pas connue, mais c'est vrai qu'elle est peu souvent utilisée, alors que je trouve que ça fait pour moi, ça fait partie des macérats, phares et qui ont une action assez magistrale, sur pas mal de plans et qui mériteraient Et en tu tout l'utilises, toi, cas. Anaïs, dans l'auto-immunité ou pas? Oui, oui, bien sûr. Ouais, Ouais. ouais et Et même qu'est-ce que tu plus utilises, toi, dans facilement l'auto-immunité? Tu fais que noyer, vigne rouge et quoi d'autre? justement, j'allais dire, je l'utilise même plus facilement que le noyer. Parce que je trouve que le noyer, il y a beaucoup de personnes, qui me font des retours, me disant que ça freine leur transit et du Hmm. coup, je trouve que c'est pas forcément, indiqué. Donc la vigne, Hmm. je le recommande plus facilement. Après s'il y a pas de problème de transit ou, si au contraire le transit est un peu accéléré, dans ces cas-là, effectivement une alternance noyer-vigne, Ouais. vigne rouge, hein, je précise, mais du coup, sinon que la vigne, Sinon, que la vigne, ouais. ouais, Ok. d'autant plus quand il y a des polyarthrites, des trucs comme ça, bah là, Ouais. Ah, laisse bah là, tomber. carrément, ouais. Mmh. Là, t'es sûr que tu tapes dans le juste, ouais. Ok. Merci beaucoup. C'est bon, Bon, Léa? bah, super. Merci à vous. Bah écoute, Sylvain, on te laisse le mot de la fin si tu as quelque chose que tu souhaites rajouter. En tout cas, merci beaucoup pour ton partage, ta passion, ta transmission, ta précision aussi, je dirais. Oui. Et du coup, bah écoute, tu es le bienvenu quand tu veux et je te laisse Bah, le merci mot de la fin. beaucoup. Bah, merci Anaïs de ton accueil et tout. Moi, c'est toujours un plaisir parce que bah, j'ai vu grandir l'association, tout ça. Et ouais, je trouve que c'est une belle aventure et je suis ravi bah, voilà, de garder des liens avec. Et en tout cas, bah, c'est toujours un plaisir. Et voilà. Donc, bah, merci encore. Et puis, bah, moi, je vous dis à une prochaine. Qui sait? Quand À on très fera des rencontres de Gémeaux en présentiel. oui, Voilà. on espère à terme On pouvoir fera le un faire. super event dans le Ça sud. serait trop chouette, ouais. On espère, Ouais, on espère. Quand l'asso aura les reins suffisamment solides et qu'elle sera plus connue, je pense que ça peut avoir son intérêt. Pour le moment, c'est bien en distanciel puisqu'on est tous disséminés sur le territoire, mais ouais, bah, c'est vrai que c'est simplifié, c'est sûr. bon, bah, merci beaucoup. Et puis du coup, aux personnes qui nous regardent, je leur dis au mois prochain pour la vidéo suivante. Merci Merci beaucoup. beaucoup. N'hésitez pas à m'écrire hein, si vous avez des questions et tout ça, j'y répondrai avec plaisir. Ok, Voilà. merci. Au À revoir. bientôt. Au revoir.